L'Afrique, un continent bouillonnant, souvent réduit à quelques flashs d'actualité. Aujourd'hui, on va essayer de plonger un peu dans la complexité géopolitique qu'il façonne. Oui, aller au-delà des simplifications habituelles, c'est ça. Exactement. Explorer les dynamiques profondes qui animent ce continent immense. Et pour nous guider, on s'est appuyé sur une discussion vraiment passionnante entre deux experts du terrain, Alain Juillet et Philippe Bonne. Des gens avec une longue expérience dans des secteurs clés comme l'aéronautique ou les affaires africaines. Tout à fait. Leurs échanges qu'on a trouvés via Openbox TV constituent, on peut dire, la base de notre analyse aujourd'hui. Notre mission, si on peut dire, décrypter un peu les enjeux stratégiques dans des zones clés. La Corne de l'Afrique, l'Afrique australe, Oui, examiner aussi le rôle changeant de la France et puis les autres puissances mondiales. et comprendre aussi les défis internes de certains pays, j'imagine. Absolument. On va voir qu'il y a quelques faits un peu surprenants et une analyse qui va au-delà des évidences. Alors, on y va. Ouvrons le dossier. Commençons par la Corne de l'Afrique. Pourquoi c'est si crucial? Bah, c'est d'abord une question de commerce. Une part énorme du trafic maritime mondial passe par là, direction le canal de Suez. C'est une artère vitale en fait. Essentiel. Surtout pour l'Europe, bien sûr, mais aussi pour la Chine, avec sa fameuse route de la soie. Et là, ce qui est intéressant d'après les sources, c'est la différence d'intérêt entre les grandes puissances. Absolument. Les États-Unis, ils ont leur façade atlantique et pacifique. Structurellement, ils sont moins dépendants de ce passage. Ah d'accord, ils ont d'autres options. Voilà. Alors que la Chine, elle, c'est tout l'inverse. Pour exporter vers l'Europe, c'est le chemin le plus court, le plus efficace. Donc cette divergence d'intérêt structurel, c'est une clé pour comprendre les jeux d'influence là-bas. C'est une grille de lecture essentielle, oui, proposée par les experts. Ça explique sans doute pourquoi les stratégies des uns et des autres, elles sont pas alignées. Chacun défend ses propres billes, quoi. C'est ça, ces nécessités économiques, géostratégiques. Et au milieu de tout ça, il y a Djibouti. La France y a renouvelé l'accord pour sa base militaire. Ça a été présenté comme un signe fort. Oui, mais les sources soulignent que le paysage a radicalement changé. La France n'est plus seule là-bas, hein. C'est ça. Comment elle cohabite avec les bases américaines et chinoises, qui sont littéralement à côté. Bah oui. Voir des drones Predator américains sur le tarmac, à côté de quelques avions français, c'est une image, mais ça dit beaucoup. Et ça pose une question de fond que soulèvent les experts. Exactement. Quelle est la marge de manœuvre réelle de cette base française? Est-ce que l'accord garantit une vraie autonomie opérationnelle? La capacité d'agir vite, sans devoir demander la permission à Djibouti à chaque fois. Et surtout, sous le regard constant des Américains et des Chinois. Si la réponse est non, ou nuancée, Alors la portée de l'accord est peut-être plus symbolique que réellement stratégique. c'est un peu ça l'idée, oui. Un questionnement sur l'efficacité réelle. Et il y a aussi le contexte politique local à Djibouti, hein, le président Guelleh, mentionné dans les sources. Oui, en fin de carrière, avec un passé qui inclut des affaires sensibles comme l'affaire Borrell, est-ce que ça fragilise la position française? C'est une question. Les experts suggèrent que, disons, ça peut relativiser la portée morale ou politique de cet accord pour la France, s'associer avec un dirigeant au parcours controversé. Ça ajoute une couche de complexité. Tout à fait, au-delà du militaire pur. Restons dans la zone, avec la crise en mer Rouge, les attaques des Houthis. La conséquence directe, c'est le contournement par le cap de Bonne-Espérance. Oui, et ça c'est énorme, on parle de 15 jours de navigation en plus. Ça doit coûter une fortune et perturber gravement les chaînes logistiques. Exactement. Le coût, bien sûr, mais c'est surtout la rupture du modèle juste à temps. Ce modèle, il repose sur la rapidité, la prévisibilité. Et là, tout est décalé. Voilà. Donc ça fragilise particulièrement les économies comme celle de l'Europe, très dépendante de ces flux rapides. Alors que pour les Américains, c'est moins critique. Moins directe en tout cas, moins dépendante de cette route spécifique. L'impact est différent pour eux. Et justement, la posture américaine dans la région, c'est fascinant ce que disent les sources. Ils sont présents en Somalie depuis 92. Restore Hope. Mais les Chebabs sont toujours là. Environ 10 000 hommes armés, selon les estimations. Et l'analyse des experts suggère quelque chose d'un peu contre-intuitif, que les USA ne chercheraient pas forcément à éradiquer le problème. Et c'est une interprétation avancée, oui. L'idée, c'est que les États-Unis pourraient avoir adopté une stratégie de gestion de l'instabilité plutôt que d'éradication. Et gérer plutôt que résoudre. Pourquoi? Peut-être parce que cette situation, même si elle est problématique, ne nuit pas fondamentalement à leurs intérêts majeurs. En tout cas,
pas autant qu'aux intérêts européens ou chinois. Surtout depuis qu'ils sont plus indépendants énergétiquement avec le schiste. Exactement. Donc, une Somalie instable, mais disons contenue, ce n'est peut-être pas leur priorité numéro un à régler. C'est une hypothèse de travail des experts, hein. Ça nous ramène à cette idée forte qui ressort, les nations agissent d'abord selon leurs intérêts. Pas par amitié, pas par altruisme. C'est du réalisme politique pur, oui. Et les États-Unis sont décrits comme ayant une vision stratégique claire et euh, décomplexée pour défendre les leurs. Et par contraste, l'Europe, la France, C'est le terme utilisé par Philippe Beaune. plus molle. Hmm. C'est-à-dire, Moins affirmé dans la défense de ses propres intérêts, peut-être, malgré des annonces comme celle sur Djibouti, la stratégie globale en Afrique semblerait moins déterminée que celle des Américains ou des Chinois. d'accord. Bon, changeons de perspective. Allons voir plus au sud, Ersk Austral. Une région peut-être moins connue du public français, souvent focalisée sur l'Afrique francophone. Pourtant, c'est crucial. On y trouve des poids lourds comme l'Afrique du Sud, membre des BRICS, et puis l'Angola. L'Afrique du Sud d'abord. Les sources rappellent son poids économique passé. C'était énorme, hein, jusqu'à 27% du PIB subsaharien il y a 20 ans. Oui, mais le pays a connu des difficultés, rattrapé par le Nigeria économiquement et surtout freiné par des problèmes internes. La corruption au sein de l'ANC, l'inefficacité, c'est pointé du doigt, notamment sous la présidence Zuma. Oui, ce déclin relatif est réel, mais l'analyse souligne aussi qu'il y a une dynamique de changement interne. L'ANC perd du terrain électoralement. L'opposition progresse. Oui, la Democratic Alliance, par exemple, gagne en influence, surtout localement. Mais le changement est lent. Pourquoi ? Parce que les logiques de vote, comme le soulignent les experts, c'est une observation sociologique, hein, pas un jugement, restent parfois liées à des appartenances communautaires. Le chef de village qui dit pour qui voter, en quelque sorte. Ah oui, des dynamiques profondes. Voilà. Donc la transition politique est graduelle. Mais le potentiel sud-africain, il reste immense, non ? On oublie parfois leur histoire technologique. Ah, mais complètement. La première greffe cardiaque par Barnard, c'était là-bas. Ils ont eu une capacité nucléaire, une industrie de défense avec Denel. Les sources mentionnent même une tentative de partenariat avec Airbus pour la 400M. Ça aurait été incroyable pour un pays africain à l'époque. Absolument. Ça montre la reconnaissance d'un savoir-faire. Et puis il y a les ressources minières considérables, la position stratégique au Cap de Bonne-Espérance. Donc un géant qui traverse une passe difficile, mais avec un potentiel de rebond. Indéniable, oui. C'est l'analyse. Et l'Angola, juste à côté, un pays qui émerge après des décennies de guerre civile. Oui, un pays en plein développement. Les sources le décrivent comme ça, avec un président actuel, Lourenço, jugé raisonnable. Et l'ancienne rébellion, l'UNITA, Elle est devenue une force politique d'opposition, structurée. Et puis, il y a les ressources pétrolières, gigantesques. Total Energies y est très présent. et le potentiel logistique. Le port de Lobito. Ah oui, le port en eau profonde de Lobito. Et le chemin de fer qui va avec, c'est un atout stratégique majeur. Ça concurrence directement Pointe-Noire au Congo, par exemple. D'ailleurs, signe de cet intérêt stratégique, les sources notent que la seule visite de Joe Biden en Afrique, c'était en Angola. Ce n'est sans doute pas un hasard, non ? Mais il y a des nuances, j'imagine. Bien sûr. Les experts soulignent que le pays traîne encore des lourdeurs administratives, un héritage de l'époque marxiste du MPLA. Ça peut freiner les choses. Et des tensions internes. Oui, et c'est profond. Des lignes de fracture ethnique historiques, notamment entre les Ovibundos, qui sont majoritaires et étaient la base de l'UNITA, et l'élite côtière métissée du MPLA. Ah, d'accord. L'un des experts juge même une victoire électorale future de l'UNITA comme inéluctable et naturelle démographiquement parlant. Mais bon, le processus politique est lent, complexe. Un point qui m'a semblé vraiment fondamental dans la discussion source, c'est la critique de cette volonté occidentale d'imposer son modèle démocratique. Oui, le terme néocolonialisme est même utilisé. C'est fort. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'argument des experts, c'est l'Afrique, c'est 54 pays. Une diversité immense de cultures, d'histoires, de systèmes politiques traditionnels. Ils citent les empires Bakongo, les Agawa, les Peul. Donc vouloir plaquer un modèle unique. C'est ignorer, voire mépriser ces réalités. L'idée défendue, c'est que si le concept d'état de droit, le respect des lois internes, peut être universel, La forme spécifique du régime politique, elle, devrait relever du choix souverain de chaque peuple, enraciné dans sa propre culture, respecter les modes de gouvernance traditionnels aussi. voilà, ne pas vouloir imposer un modèle clé en main depuis l'extérieur. Ce qui nous amène naturellement à la question de la présence française. Et là, le constat des experts est assez sombre.
Oui, un recul d'influence constaté qui va au-delà du Sahel. Ça touche aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Et les mots utilisés pour expliquer ça sont durs. Grande incompétence, méconnaissance, voire mépris de la part de certains dirigeants français récents. C'est une perception rapportée, oui. Et cette perception, combinée à un manque de clarté historique sur les accords de défense, Ça nourrit un sentiment que la France était là pour protéger les hommes en place, plutôt que les États eux-mêmes. exactement. C'est une distinction cruciale faite par les experts. Pour regagner la confiance, il faudrait que les partenariats soient clairement établis d'État à État, pour la stabilité des nations, pas pour maintenir des régimes spécifiques. La transparence serait la clé. Essentiel, oui. Et les conséquences de ce recul, elles sont multiples. Il y a la perte de ce terrain d'entraînement unique pour l'armée française au Sahel. Barkhane, c'était ça aussi. Oui, malgré ces difficultés, ça forgeait des troupes aguerries. Peu d'armées dans le monde ont cette expérience combattante quasi quotidienne. C'est une perte de savoir-faire opérationnel. Et l'impact diplomatique? Il est majeur aussi la position de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, sa légitimité comme membre permanent. Elle reposait en partie sur son influence en Afrique. Le fameux bloc de vote africain qu'elle pouvait mobiliser. Exactement. Si ce bloc s'effrite, eh bien, c'est le poids de la France sur la scène mondiale qui diminue mécaniquement. C'est logique. Et pendant ce temps-là, évidemment, d'autres acteurs ne restent pas les bras croisés. Bah non. La Russie, la Turquie. Les sources citent cette anecdote où les Russes diraient « C'est pas nous qui vous avons chassé, hein, c'est vous qui êtes partis tout seul ». C'est assez parlant. Ça montre une certaine lecture des événements, oui. Et la Turquie, elle, a installé une base militaire énorme à Mogadiscio. Et ces acteurs utilisent des méthodes que la France semble hésiter à employer, les sociétés militaires privées, les SMP. C'est un exemple criant, oui. Un sujet quasi tabou en France, alors que les Russes, les Turcs et même les Américains y ont recours. Les experts parlent de naïveté française là-dessus, hein. Ou de retard, oui. Un peu comme ça a été le cas au début pour les drones armés. Leur point, c'est que dans un monde compétitif, si on refuse d'utiliser certains outils, Mhm. on accepte peut-être de ne plus pouvoir défendre efficacement ses intérêts. C'est un peu ça l'idée sous-jacente, oui. Il faut se donner les moyens de ses ambitions ou de ses nécessités. Pour illustrer un peu tout ça, les experts prennent le cas du Sénégal, la transition récente après Macky Sall. Oui, et l'un des experts, Philippe Beaune, qui a dirigé Air Sénégal, a une lecture très sénichale, personnelle et tranchée. Il dresse un portrait très positif de Macky Sall, c'est ça? Un bâtisseur, un modernisateur? Oui, et il analyse son départ comme un respect de la Constitution face à une opposition, Pastef Solgo, qu'il juge démagogue et peu réaliste, capitalisant sur une jeunesse un peu sans culture critique, selon lui. C'est d'une analyse forte, venant de la source. Très forte. Selon cette perspective, Macky Sall aurait compris cette aspiration profonde au changement, même exprimée via un vote jugé populiste, et aurait choisi de ne pas s'y opposer. Et l'expert regrette ce départ. Oui, il craint un coup d'arrêt au grand projet lancé, mais bon, il faut noter que cette vision très positive de Sall, elle contraste forcément avec les raisons qui ont poussé une majorité de Sénégalais à voter pour le changement. C'est important de le préciser. Mais l'exemple d'Air Sénégal est intéressant, non? Ah oui, très. Créé sous Sall, avec BOM aux commandes, c'était présenté comme un acte de souveraineté face à Air France. Et ça a marché. Elle est devenue rapidement la première compagnie d'Afrique de l'Ouest. Un succès industriel? Oui, mais aussi un outil d'ouverture. Ça montre que c'est possible. Et ça nous amène à une réflexion de fond des experts USA, le lien entre la désindustrialisation française et son influence en Afrique. Oui, il y a une anecdote rapportée qui est assez édifiante. Laquelle? En préparant une visite officielle dans un pays africain riche en mines, l'expert s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment plus d'intérêt industriel français majeur dans ce secteur clé. Plus grand-chose à promouvoir ou à défendre. Le secteur minier, c'est un exemple parfait, en fait. Exactement. Des fleurons comme Eramet se sont retirés ou ont réduit la voilure. La France manque aujourd'hui de grands champions miniers capables de proposer des partenariats d'envergure pour exploiter les ressources africaines. C'est un peu le miroir de la perte de souveraineté industrielle en France même, non? C'est tout à fait l'analyse proposée. La perte d'influence politique, militaire, c'est une chose. Mais la capacité à être un partenaire économique et industriel pertinent, c'en est une autre. Et c'est peut-être plus fondamental sur le long terme. Probablement. Pour reconstruire une présence durable et surtout une présence souhaitée, la clé pourrait être là. Apporter des projets concrets, des emplois, du développement industriel. Dans une logique de partenariat équilibré. Oui, mais ça suppose une condition préalable. Que la France retrouve elle-même une base industrielle solide à proposer, à partager. C'est ça. On ne peut pas partager ce qu'on n'a plus.
Bon, si on essaie de résumer un peu cette exploration, basée sur les analyses de Juillet et Bononne, on voit une Afrique complexe, en pleine effervescence. Loin des clichés, un continent au cœur de rivalités géopolitiques intenses où les intérêts nationaux y priment. C'est clair? Et dans ce jeu, l'influence française apparaît sur le déclin, victime de ses propres choix, d'une approche jugée parfois inadaptée, Oui. mais aussi, de manière plus structurelle, de sa propre désindustrialisation, c'est un point clé. Et pendant ce temps, d'autres puissances s'installent, avec des méthodes différentes. Les leçons clés qui émergent de tout ça, c'est d'abord l'impératif de comprendre et de respecter la diversité des trajectoires politiques africaines. Ensuite, l'urgence de bâtir des partenariats transparents, d'État à État. Et puis, le rôle potentiellement décisif de l'économie, de l'industrie, pour redéfinir les relations futures, sur des bases plus saines, mutuellement bénéfiques. Alors pour terminer, peut-être une question à méditer. Oui. Et si au-delà des ajustements diplomatiques, militaires, la véritable refondation des relations entre la France et les pays africains passait d'abord par une réinvention économique? C'est-à-dire, La capacité de la France à redevenir un partenaire industriel attractif, porteur de projets de développement concrets, partagés, n'est-ce pas ça, la condition sine qua non pour proposer autre chose qu'un héritage historique qui est de plus en plus contesté? c'est une excellente question. Une interrogation qui, finalement, touche au cœur de la place future de la France dans le monde de demain, et pas seulement en Afrique. Voilà, de quoi réfléchir.